France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2. La liberté a trouvé sa radio, France Maghreb 2, son émission LGF, le Grand Forum. Jusque 18h, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier et j'espère que tout va bien pour vous, avec un programme excessivement chargé puisqu'on a été un peu rattrapé par l'actualité. On reviendra sur l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure. Et je vous ferai écouter d'ailleurs des déclarations d'Emmanuel Macron il y a pas si longtemps, à l'époque quand il était candidat. Bah c'était un petit peu l'opposé de ce qu'il nous a fait aujourd'hui, quoi. Donc on verra hein, tout à l'heure. On écoutera le Premier ministre annoncer donc cet abandon et le président de la République qui était donc alors candidat à l'époque, qui avait un autre point de vue sur le sujet. Nadir Kaya est avec nous. Comment il va, Nadir? Ça va, un peu froid, mais ça va. Ah oui, ça caille hein, aujourd'hui. Hein. En scooter, ça caille, ouais. Ah ouais. Oui, parce que monsieur Nadir Kaya roule en scooter, en deux roues. Nous serons également avec Nasser Lajili qui va nous parler d'écologie d'ailleurs dans son avis tranché et un coup de cœur musical en la personne de Nesrine. Pour ce qui est de ton programme, mon cher ami Nadir, on va parler de Charlie. Ouais, le fameux je suis ou je ne suis pas. Donc pour moi, c'est je ne suis pas. Et je vais revenir sur un texte que j'avais écrit il y a quelques années à l'époque quand ça avait fait le buzz. Très bien, coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un petit peu l'actualité malheureuse concernant les pompiers. Donc je voudrais revenir là-dessus tout simplement. Très bien. Eh bien, un programme donc très chargé. Soyez les bienvenus. Voici le programme pour ce LGF en ce mercredi 17 janvier. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum de ce mercredi, Palestine, un organe clé de l'OLP a voté lundi en faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël. Une mesure qui remettra en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà très mal en point avec les Israéliens. Les dirigeants palestiniens se prononcent pour une suspension de la reconnaissance d'Israël. On y revient dans un instant. Tunisie, 7 ans après la révolution, les jeunes Tunisiens rêvent de fuir leur pays. Comment expliquer un tel retour en arrière ? Et puis nous parlerons de la ville de Nice qui expérimente une nouvelle application israélienne qui va permettre aux citoyens témoins de délits de prévenir la police municipale en temps réel et en vidéo. Reporti, une appli pour que les citoyens se dénoncent entre eux. La question LGF du jour. L'actuel patron de Radio France est condamné à un an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour des faits qui remontent à l'époque où il dirigeait l'INA. Condamné pour favoritisme. Mathieu Gallet doit-il être licencié selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, une bonne dose de liberté dans le cadre de Libertad. Vous pourrez ainsi nous appeler au 01 40 33 9000. LGF, le Grand Forum, messieurs dames, on est là, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce mercredi jusque 18h avec Nadir Kaya qui est avec nous bien sûr et monsieur Nasser Lajili qui nous a rejoint aussi. Salut Nasser. Salut Christophe. Salut aux auditrices et auditeurs, bien évidemment. Bon, un peu malade, mais ça va. Le retard va te coûter quelque chose, ça c'est obligé. Hein. On verra. On verra. Nadir. C'est déjà sur la table. Hein. Ouais. Oh là là. C'est vrai. Il s'est bien fait pardonner. Voilà. Eh bien, bienvenue à toi Nasser. Donc j'ai un peu présenté ton programme. Tu vas nous parler d'écologie dans ton avis tranché tout à l'heure. C'est ça, exactement. Mais un coup de cœur musical. Exactement, et sur le côté musical, bon après sur mon coup de cœur, ça sera aussi une artiste qui s'appelle Nesrine que j'aime beaucoup et d'ailleurs Nadir, je pense qu'il doit connaître parce que elle a souvent été présente dans des actions caritatives et elle a toujours répondu présente. Et donc c'était important pour moi et je Nesrine. pense même Nesrine, ouais, exactement. Mais vous allez découvrir que c'est une artiste très très forte au niveau des qualités, même au niveau des qualités de ses musiques, je trouve qu'elle est très pertinente. Donc voilà. Bon, très bien. Alors, soyez là tout à l'heure, évidemment, au rendez-vous. La question du jour, messieurs dames. La question du jour, c'est à propos de Mathieu Gallet. Vous savez qui est Mathieu Gallet, quand même? C'est le patron de Radio France, oui. Qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour des faits qui remontent à l'époque où il était responsable de l'INA, accusé de favoritisme. Doit-il être licencié selon vous, sachant quand même que la ministre de la Justice est sortie de son silence pour dire que il ne pouvait pas rester en poste. Sachez qu'aujourd'hui il y a eu une réunion au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au CSA, qui va se prononcer s'ils maintiennent ou pas Mathieu Gallet à la tête de Radio France. Ceci étant, la question vous est posée et à laquelle vous pouvez répondre évidemment sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel.
Doit-il donc être licencié selon vous? Vous répondez donc à cette question. Nous appelons aussi au 01 40 33 9000. Nadir, est-ce qu'il doit être licencié, Nadir, Mathieu Gallet? Comme je t'ai dit, il faudrait appeler Benzema, parce que je pense que Benzema, il est à peu près dans le même cas de figure. Il n'a pas été condamné, mais lui a été condamné de ne pas jouer en équipe de France. Donc là, c'est compliqué, parce que la France, c'est le pays des paradoxes, hein, notamment pour les élites ou les responsables médiatiques. Doit-il être condamné sur le principe de l'égalité en termes de justice? Il a été condamné, donc maintenant. Il a fait appel, hein. Il a fait appel, donc dans la première, il a été condamné en première instance, donc maintenant c'est vrai que c'est au CSA et aux dirigeants de voir ce qu'il en est. Moi personnellement, je pense que tout le monde doit être considéré de la même façon. Donc si Benzema lui a déjà été condamné sans avoir été condamné par la justice, donc ne pas jouer en équipe de France, je pense que lui à son tour devrait également au moins démissionner par honneur. Il l'entend pas en tout cas, visiblement il entend se maintenir à son poste. Nasser, t'as le même point de vue? Moi j'ai le même point de vue, oui. Effectivement, moi je pense qu'il est condamné par la justice. C'est ça qu'il faut rappeler peut-être aux auditeurs et aux auditrices, c'est que c'est une personne qui a été condamnée par la justice lundi dernier. Maintenant c'est à lui de prendre ses responsabilités, mais moi je pense qu'il doit être licencié. Et s'il n'est pas licencié, oui, il faut qu'il soit licencié, tout simplement. Il y a pas à réfléchir. Voici ce que dit son avocat, l'avocat de Mathieu Gallet, interrogé chez nos confrères de France Info ce matin. Moral, mettre un ministre mis en examen démissionne par exemple. Là, le président d'un groupe audiovisuel public reste en place malgré une condamnation qui certes est suspendue par l'appel, mais condamnation en première instance tout de même. Alors, au niveau de la morale, je vais vous dire, ce qui est important pour moi, c'est de respecter la présomption d'innocence. Et que si on fait une pyramide des valeurs qu'on doit respecter, c'est d'abord de ne pas jeter l'opprobre sur quelqu'un qui a fait appel et qui, en appel, va voir son cas réexaminé de zéro. Ou alors on supprime l'appel. Ou alors on dit que si une condamnation est prononcée en première instance, c'est une fois pour toutes et on arrête. Alors, est-ce que vous visez la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui fait fi de la présomption d'innocence? Elle demande à Mathieu Gallet de s'en aller. En tout cas, le mardi, elle en a fait fi. Le lundi, je préférais Madame Nyssen le lundi soir que le mardi matin. Que s'est-il passé entre les deux? Elle était assez bienveillante à l'égard de Mathieu Gallet lundi soir, beaucoup plus sévère le lendemain. Que s'est-il passé à votre avis? Je comptais un peu sur vous pour me le dire, parce que moi, je n'ai aucune information. Et généralement, sur ces sujets-là, vous êtes beaucoup mieux renseigné que moi. Est-ce que Mathieu Gallet a eu la ministre de la Culture au téléphone? Je n'en ai aucune idée, il me l'a pas dit. Et le président de la République? Il m'en a encore moins parlé. Mais est-ce que vous pensez que la ministre de la Culture outrepasse ces droits-là? Je ne sais pas si elle outrepasse ses droits. Je sais qu'elle dit des choses qui sont fausses et qui sont d'ailleurs sanctionnées par la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est condamné alors qu'il a fait appel. On ne peut pas le dire. La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises là-dessus. C'est une violation de la présomption d'innocence. Voilà l'avocat de Mathieu Gallet qui faisait référence donc à la sortie de la ministre de la Culture et non pas de la Justice comme j'ai dit tout à l'heure en me trompant. L'avocat qui veut qu'on respecte la présomption d'innocence. Nadir, c'est important de respecter la présomption d'innocence. Oui, mais ça c'est du pipeau. On sait très bien que pour les puissants, on le demande à chaque fois, et pour les faibles, ils n'ont pas les mêmes droits. On sait très bien qu'il y a une justice à deux vitesses. Et en plus, c'est toujours pareil quand tu vois les puissants, ils ont toujours que du sursis. Ils ont des grosses amendes, mais du sursis. Alors qu'un petit jeune en banlieue qui se fait arrêter pour X ou Y raison, lui, c'est souvent de l'enfermement tout de suite ou l'emprisonnement. Voilà, c'est une justice qui est inégalitaire. Après, je m'en fais pas. Hein. S'il doit payer les 20 000 euros, je pense il sera en capacité de le payer. Mais bon, c'est des gens qui ont toujours du sursis, quoi. Oui. Bon, Nasser, pas d'autres. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Je pense que tout a été dit. Nadir, il a bien soulevé les contraintes là-dessus. Et effectivement, moi, je considère qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence, faut pas qu'elle soit à géométrie variable. C'est tout. En tout cas, vous votez sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter, et une écrasante majorité pense qu'effectivement, Mathieu Gallet doit démissionner. Enfin, plutôt, il doit être licencié. Puisque vous êtes 94% à le penser sur Twitter, et sur Facebook c'est 86 de mémoire à penser qu'il doit être licencié. Donc continuez à voter.
sur le Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, et en nous appelant si vous le souhaitez pour donner votre avis au 01 40 33 9000. Alors on était un peu rattrapé par l'actualité aujourd'hui, on n'avait pas prévu d'en parler, mais on va en parler quand même parce que c'est important. L'exécutif français a dévoilé sa décision concernant le projet très controversé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre a confirmé que le projet est abandonné. C'était tout à l'heure, en tout début d'après-midi. Écoutez. La gravité des enjeux économiques que le pays traverse, la gravité des enjeux de sécurité qu'il connaît, exige que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Cette décision est sans ambiguïté. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. Voilà, Édouard Philippe, le Premier ministre, donc, qui annonce tout à l'heure l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Première réaction, Nadir ? J'ai écouté un petit peu le Premier ministre. Il a surtout chargé les différents gouvernements précédents. Il a rappelé l'historique. Rappelez surtout que certains gouvernements n'étaient pas en capacité de se prononcer, donc quelque part eux arrivent en bon sauveur, ils se prononcent, à la grande surprise de certains, parce qu'il y a eu quand même un vote, un référendum, oui. Un référendum, donc la plupart des gens étaient pour la construction de cet aéroport, donc là ils vont contre l'avis du référendum. Je pense qu'ils ont cédé à une certaine pression, notamment aux zadistes. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui, pour peut-être les écologistes et les gens qui sont sensibles à cette problématique, vont être très contents. Mais d'un point de vue économique, après, c'est vrai qu'on peut se poser la question au vu des différents rapports et des différentes régions et villes concernées, comme Rennes et d'autres. Donc je pense que c'est un peu compliqué d'ici de Paris d'avoir un point de vue. C'est surtout aux personnes qui sont là-bas qui attendaient beaucoup d'un point de vue économique. Mais bon, après c'est vrai que c'est un dossier qui traîne depuis plus de 50 ans Nasser ? Oui, effectivement, c'est un dossier qui date depuis, qui traîne depuis 50 ans. Mais moi, personnellement, j'étais contre, bien évidemment, la construction de cet aéroport pour plusieurs raisons, surtout sur une question écologique et pour aussi le respect de notre nature. Je pense qu'on a un peu trop. Je peux comprendre que il y a une question économique derrière, mais voilà, faut pas que ça soit aussi à l'encontre de ces habitants qui malheureusement vont subir aussi toutes les pollutions qui pourraient amener dans cette région. Alors le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe donc abandonne le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pourtant il n'y a pas si longtemps, voici ce que disaient Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur justement cette construction de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Écoutez. Il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Ce que j'ai dit rappeler, c'est qu'il y a eu une consultation publique de type référendaire, qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit oui au projet. Donc je ne peux pas aujourd'hui être dans une situation où j'arrive et je dis avec moi il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Parce que à la fin des fins, ça envoie deux messages qui sont très négatifs. Le premier, on ne respecte pas les consultations publiques quand elles ne nous arrangent pas, ça va pas. Et le deuxième, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir quelque projet que ce soit dans le pays parce que vouloir le bloquer, en quelque sorte, suffit à tout empêcher de manière durable. Ce qui est terrible dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, c'est le délitement du mécanisme de prise de décision dans une démocratie et dans notre République. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut y aller. Alors j'espère que le gouvernement, qui est souvent dynamique et carré dans ses expressions, le sera dans ses actes. J'ai envie de dire LOL. Ouais, MDR, mais bon, on est habitué aux politiques, à un discours, mais pour le coup, une position. C'était assez rare de la part d'Emmanuel Macron. Là, pour le coup, il est pris en flagrant délit, là.
Ouais, mais bon, je pense qu'il y a d'autres exemples. Après, celui-ci se rajoute à d'autres. Donc, je pense il a quand même consulté apparemment pas mal de personnes en quelques mois. Donc, je pense la situation était tellement pourrie qu'il fallait absolument prendre une décision. C'est la première des choses à faire. Après, je pense qu'il écarte pas le fait de réaménager l'aéroport de Nantes. Donc pour répondre un petit peu aux attentes de certains, mais est-ce que économiquement ça va concrètement répondre aux attentes des uns et aux autres, notamment en termes de projets? Mais autrement, bon, les politiques aujourd'hui sont capables dans la même journée de dire tout et leur contraire. Donc aucune surprise à ce niveau-là. Journée, en l'occurrence, il y a quelques mois, évidemment, lorsqu'il était candidat, Emmanuel Macron, interrogé sur Notre-Dame-des-Landes, avait effectivement dit qu'il n'était pas question d'abandonner Notre-Dame-des-Landes, qu'il y avait eu un vote, qu'il fallait le respecter. Bon. Il aurait dû être plus prudent, ouais, parce qu'il a parlé de respect. Et de pas remettre en question des projets, donc je pense qu'il devrait être un peu plus prudent, lui qui est un peu un spécialiste de la communication. Est-ce qu'il a fait preuve d'imprudence selon toi, Nasser, Macron? Non, après, franchement, après, c'est comme je l'ai dit, c'est un dossier que je maîtrise pas forcément parce qu'on est loin de la région et effectivement, bon, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Après, voilà, moi, je considère que l'affaire est maintenant, on va dire, finie, quoi. Tout simplement, il faut passer à autre chose. On a trop parlé de ce projet qui a fait tarder et d'ailleurs qui a énormément gêné, on va dire, les politiques, quoi. Donc voilà. C'est le cas de dire. Alors pour l'heure, sachez que la ZAD, donc zone d'aménagement différée, donc sont les zones à défendre par les zadistes qui sont survolées depuis ce matin par des hélicoptères de la gendarmerie. Une opération d'évacuation apparemment donc sur la ZAD se profile avec l'arrivée de renforts de gendarmes et de CRS. Il y a les contents et les mécontents, vous l'avez compris, dans cette décision. Et parmi ces mécontents, on va entendre maintenant Philippe Grosvalet, qui est le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Il a parlé avant même la déclaration officielle d'Édouard Philippe, puisque Matignon avait au préalable prévenu les élus locaux de sa décision. Écoutez Philippe Grosvalet, c'était tout à l'heure. C'est une très mauvaise décision pour les habitants de Loire-Atlantique. C'est une très mauvaise décision parce que, au travers de cette décision, le président de la République piétine toutes les procédures publiques dans notre pays. Et il piétine les 179 décisions de justice qui ont été prises. Il piétine aussi nos collectivités locales. Toutes les collectivités locales, régions, départements, métropoles, villes, qui de tout temps ont accompagné l'État dans ce projet. C'est au fond une remise en cause de l'esprit même de la décentralisation. Et puis, il piétine les habitants de mon département à l'appel, à la demande d'un président de la République qui leur a demandé leur avis. Il piétine le suffrage universel qui est le socle de notre République et de notre démocratie. Voilà, c'était donc Philippe Grosvalet, pas content du tout, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Nasser Nadir, pour le coup, pas du tout content. Il piétine donc, selon lui, 179 actions de justice, etc., etc. Bon, alors parmi les contents, parce qu'il y en a, ceux qui se réjouissent en tout cas de cette décision gouvernementale, Julien Durand, porte-parole de la principale association d'opposants à l'aéroport, la CIPA, il parle aujourd'hui d'une immense joie pour tous ceux qui ont lutté contre ce projet. Voilà, donc parmi les contents, les mécontents, il y en a quand même pas mal. Jamais satisfaire tout le monde. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais. Quelle que soit la décision qui a été prise, il y aurait toujours eu un camp bien contre sûr. et un camp pour. Il y a aussi la réaction de la maire de Nantes, Johanna Roland, qui rappelait que d'un point de vue économique, c'était un grand coup qui était porté à la région. Ouais. Mais bon, je pense que les politiques, là, quand ils se positionnent comme ça, on sait très bien que c'est une affaire de gros sous. Donc, si certains sont mécontents, c'est qu'ils étaient en attente d'une enveloppe pour leur région. Donc, on peut les comprendre. Après, il y a aussi l'aspect écologique qu'il faut pas non plus oublier. Mais d'un point de vue politique, c'est sûr que c'est un retournement de situation. On va voir ce qu'en pense peut-être Mustapha qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Mustapha. Ah, bonjour Christophe, bonjour Nasser. Voilà, moi j'appelle par rapport à... Nadir, ils sont mauvais à la justice à débuter, la présomption d'innocence. Il faut que ça passe mal qu'il y en a qui aient droit et d'autres qui n'ont pas droit. La présomption d'innocence à propos donc de Mathieu Gallet, président de Radio France. Eux, on leur autorise la présomption d'innocence, mais nous, non. Enfin, nous, quand je dis nous,
comme nous, des gens de la classe ouvrière, quand ils ont un souci avec la justice, et ben ils sont direct jugés coupables, enfin, ils sont présumés coupables plutôt, enfin, sont pas jugés, mais alors que normalement on a le droit à la présomption d'innocence, c'est un droit à tous et tous. Tant qu'il n'a pas été la preuve du contraire n'a pas été ramenée, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, quoi. On n'a pas le droit de dire qu'il est coupable. Ouais. En fait, ce que je veux dire, Moustapha, c'est que la présomption d'innocence s'applique pour les personnalités, en l'occurrence les politiques, en l'occurrence donc le patron d'un organe de presse public, qui est Radio France quand même. Et pour le petit citoyen, il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est directement la culpabilité. Enfin, voilà. Ouais, et du coup, il va même en prison avant même d'être jugé. Donc, ils appellent ça la détention provisoire. Alors, très bien, Moustapha. Oui. Vas-y, je t'en prie, tu voulais? Donc après, je voulais revenir aussi par rapport aux décisions des politiciens. C'est pareil, c'est toujours pareil. Il y a toujours là c'est le cas pour Notre-Dame-des-Landes, mais bon, moi je suis pas concerné par ça. Mais je voudrais parler juste d'un sujet. Une promesse qu'il avait fait le président de la République, qui a dit qu'il allait le faire, qu'il allait signer un sort de projet par rapport au casier judiciaire. Ouais. Qui avait dit voilà que personne ayant un casier judiciaire pourrait pas se présenter à une élection présidentielle ou une élection quelconque, ouais, en général, voilà. Ouais. Et il est revenu sur cette décision et apparemment il annule ça. J'ai entendu ça, c'est dans une radio concurrente que j'écoutais, et il parlait de ça, il disait comme quoi en fait il annulait cette décision. Très bien. On a perdu Moustapha. Écoutez, on va se renseigner. Vous avez entendu parler de ça, messieurs? Non, d'un revirement concernant Macron. Ça serait pas son premier, là, pour le coup? Bon. Non, moi, ça me dit rien, non. On va enquêter, on va voir un petit peu de quoi il en revient. Mais en tout cas, merci beaucoup, Moustapha, de votre appel au 01 40 33 9000. En tout cas, vous pouvez réagir, bien sûr, et répondre notamment à la question du jour à propos de Mathieu Gallet, le président de Radio France, qui a été condamné, je le rappelle, à 1 an de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende, pour des faits qui remontent à l'époque où il était responsable de l'INA. Et accusé de favoritisme, donc Mathieu Gallet doit-il être licencié? Selon vous, vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, tout comme d'ailleurs nous appelons au 01 40 33 9000. Avant de partir en Palestine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, messieurs, il s'en passe des choses et les Américains ont encore une fois frappé fort aujourd'hui. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, c'est Mouloud. Bonsoir Mouloud. Bonsoir. Oui, j'interviens moi que de temps en temps, mais j'écoute tous les jours. C'est parfait, très bien Mouloud, bravo. Si tu le permets, moi je voulais réagir sur Notre-Dame-des-Landes. Oui. Moi je trouve que ça va être le premier sparadrap de Monsieur Macron, parce que j'ai écouté pendant la campagne électorale où on l'a entendu tout à l'heure où il était pour, mais je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le gouvernement, il y avait Monsieur Philippe, le Premier ministre, Édouard qui était pour, ouais. Monsieur Ferrand qui était pour, ouais. le ministre de l'Intérieur qui était pour, et Le Drian qui était pour. Alors là, la parole des États. Et moi, ce qui me choque avant tout, moi, c'est le référendum, le non-respect de la voix du peuple. Mouloud, pourquoi s'ils étaient tous pour, ils ont finalement abandonné? Comment? Pourquoi s'ils étaient tous pour? C'est ça que je comprends pas, quoi. C'est à mon avis, moi, le problème, ça va être les zadistes, quoi. Parce que je sais pas si t'as entendu, Christophe, tu parles de l'évocation. Oui, apparemment, Monsieur Philippe, il parle de l'évocation au printemps. Oui, Gérard Collomb qui s'est déjà exprimé hier soir sur le sujet. Et il y a une autre chose, je sais pas si vous êtes au courant, parce qu'il y a à propos de l'aéroport, il y avait un contrat avec Vinci. Oui, absolument. Et ça va coûter beaucoup d'argent, ça. Un ministre lui-même qui disait que la non-construction, l'abandon du projet, pourrait coûter peut-être plus cher que s'ils avaient construit. C'est vrai, parce vous avez raison. Je sais pas si vous vous souvenez les bonnets rouges à l'époque, Madame Royal, quand ils avaient cédé aux bonnets rouges, les trucs d'autoroute, là. Ça avait coûté extrêmement cher à l'État. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Mouloud, ça va coûter beaucoup d'argent, et moi, c'est la parole de l'État, surtout ça, et moi, je suis un peu déçu par Macron, parce que, c'est vrai, il disait tout à l'heure, Nadir, les politiques, faut pas croire à ce qu'ils disent, mais enfin, là, je crois qu'il a fait une erreur. Et pour finir, Christophe, puisqu'on est dans les référendums, hier soir, j'ai écouté la télé, LCI, et il y avait un débat, le Brexit. Tu te souviens du Brexit en Angleterre? Il y a eu un vote. Les Anglais seront prononcés contre. Vous vous souvenez peut-être pas cette actualité, mais moi je la suis un petit peu.
Eh ben hier, il y a plusieurs pays européens qui demandaient à l'Angleterre qu'ils refassent le vote. Ah oui. Tu t'imagines un peu? Effectivement. Les Anglais avaient voté pour. Ils étaient pour la sortie de l'Angleterre. Les Anglais, moi je n'ai pas de position particulière par rapport à ça. Ça voudrait dire qu'on a fait un référendum et que ça n'a pas plu aux autres pays et qu'il faut refaire le référendum jusqu'à ce que ça plaise. Et ça, c'est inacceptable. Ouais, mais enfin, les Anglais se prononçaient pour la sortie de l'Europe, donc. Non, mais les autres pays ont demandé à l'Angleterre à ce qu'il puisse y avoir un autre référendum de façon à ce que l'Angleterre puisse réintégrer l'Europe. Alors ça voudrait dire qu'il s'assoirait sur les gens. Contente, hein. Moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Mais enfin, il y a le respect, quoi, le respect du vote. Ouais. Merci Mouloud en tout cas c'est moi qui de votre appel. Christophe, et merci pour l'émission. C'est à super. bientôt, merci à vous. Voilà, bon. Alors messieurs, on va ouvrir un peu la Palestine d'abord pour vous dire une chose, pour vous dire que un organe clé de l'OLP a voté ce lundi en faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël, une mesure qui remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà très mal en point, on peut le dire, avec Israël. Cet appel a été lancé au terme d'une réunion de 2 jours à Ramallah en Cisjordanie du Conseil central de l'OLP, l'un des organes de cette organisation internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens. La réunion en présence du président Mahmoud Abbas avait été convoquée à titre extraordinaire pour répondre à la décision prise le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Coup porté, selon les Palestiniens, évidemment, à leur cause. En ouvrant la réunion dimanche, Abbas, qui a voté pour la résolution, avait qualifié de gifle du siècle les efforts de paix annoncés par Trump lors du vote de conseil central de l'OLP, a chargé le comité exécutif de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'État de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation, selon un communiqué. Ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 abstentions, a constaté un journaliste de l'AFP. Le comité exécutif dirigé par Abbas, donc, est la seule instance habilitée à prendre des décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de paix avec Israël. En 2015, un vote du Conseil central de l'OLP en faveur de la suspension de la coordination sécuritaire avec Israël n'avait pas été suivi d'effet, rappelons-le. Alors, première réaction, l'OLP qui décide, quelques jours après la décision de Trump, de finalement suspendre la reconnaissance d'Israël. Ça peut évidemment porter un coup très important sur un processus de paix qui est de toute façon bel et bien mort, pour le coup. Nasser, Nasser, oui, non, mais c'est la continuité de la position des États-Unis aujourd'hui à travers la décision de Trump. Donc aujourd'hui, il est clairement pour Israël, il est contre la Palestine, donc il va dans sa logique. Donc maintenant, il refuse de donner de l'argent. Donc à ce niveau-là, on peut pas être choqué. Sur le vote de l'OLP en tant que tel, qui vote en majorité pour suspendre la reconnaissance d'Israël. Donc en fait, on ne reconnaît plus Israël. Mais de toute façon, ça change rien, Christophe, parce que qu'on reconnaisse ou qu'on reconnaisse pas Israël, aujourd'hui, malheureusement, la situation elle est toujours la même. Donc, je pense que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ridicule, parce que c'était pas à ce moment-là qu'il fallait faire ça. Là, malheureusement, on se retrouve dans une situation où le processus de paix. La décision de l'OLP est ridicule. Non, oui, je pense qu'il y a tout à refaire là, de toute façon. Ouais. Je pense que là, la situation, le conflit israélo-palestinien actuellement, il n'est plus, je veux dire, surtout les dirigeants de la Palestine, palestiniens aujourd'hui, n'ont plus de pouvoir, n'ont plus rien. Ça veut dire que finalement, personne les écoute. Même les pays arabes aujourd'hui, ils sont inexistants face à ce qui se passe aux décisions qui ont été prises par les États-Unis. Donc voilà, à un moment donné, si nous on n'est pas capable d'ailleurs de s'organiser, si nous on n'est pas capable d'avoir des membres des autorités palestiniennes, on va dire représentatifs de la Palestine, bon, voilà, on peut pas continuer de parler de paix, on peut pas parler de Jérusalem comme capitale où on va pas reconnaître Israël parce que on a décidé de nommer Jérusalem comme capitale d'Israël. Bon, pour moi tout ça il y a pas de sens. Je pense qu'il y a un réel souci aujourd'hui qu'il faut aborder et qu'il faut à un moment donné mettre sur la table, c'est qui aujourd'hui est légitime d'être le président de la Palestine. Il n'y a pas eu d'élection depuis très longtemps. Aujourd'hui, les Palestiniens sont pris malheureusement en sandwich. Voilà, il y a personne qui peut les soutenir. L'ONU
absent total depuis depuis que Israël fait sa loi, depuis que Trump est arrivé, donc Israël est renforcé dans sa politique qu'elle veut mener sur place. Donc maintenant nous on est responsables et on peut être que spectateurs de nos incompétences malheureusement. Alors on va parler justement de la petite gifle, une nouvelle gifle donc infligée par Donald Trump aux Palestiniens et en particulier aux enfants palestiniens au travers de cette aide réduite à l'UNRWA. On vous présentera et on vous dira un petit peu qu'est-ce que l'UNRWA et à quoi elle sert. À tout de suite avant de retrouver aussi notre ami Nizar X qui sera là aussi pour les coulisses du pouvoir. On va s'infiltrer comme tous les mercredis à l'Assemblée nationale et dans les ministères. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur le grand forum LGF jusqu'à 18h avec Nadir Kaya et avec Nasser Lajili qui sont avec nous bien sûr. Avant de retrouver notre infiltré à l'Assemblée nationale pour notre ami Nizar X avant le zapping, avant l'avis tranché de Nadir Kaya qui va nous parler dans un instant. Tu vas nous parler de quoi d'ailleurs? Ah oui, de Charlie. De Charlie. C'est pas Charlie, attends, c'est tendance. Nadir Kaya n'est pas Charlie. Eh bien, on parlait des Palestiniens et surtout de l'OLP qui a voté cette résolution, donc appelant à ne plus reconnaître, à suspendre la reconnaissance d'Israël. Et eh bien, on a appris donc que, bien toujours en guise de représailles, j'allais dire à cette décision américaine et au fait que les Palestiniens également, eh bien, ont déclaré par la voix de Mahmoud Abbas dimanche que ils ne reconnaissaient plus les États-Unis dans le plan de paix, donc avec les Israéliens. Les Américains ont décidé de geler plus de la moitié de sa contribution à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Sur les 125 millions de dollars prévus pour 2018, Washington donc confirme l'octroi d'une première tranche de 60 millions pour payer notamment les salaires dans les écoles et le système de santé en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le département d'État américain. Washington qui ne cesse de critiquer l'ONU et réclame de revoir en profondeur le fonctionnement et le financement de l'UNRWA. Alors justement, comment fonctionne cette agence? Quelles en sont les missions? Je vais tenter d'essayer de vous expliquer rapidement. Cette UNRWA a été créée en 1949 pour gérer le déplacement forcé de 750 000 Palestiniens à l'époque. C'était après la création donc d'Israël. Et aujourd'hui, l'UNRWA s'occupe d'environ 5 millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Jordanie principalement. L'agence donc ne joue pas de rôle politique. Israël toutefois son existence même entretient le conflit autour de la question des réfugiés. En fait, l'UNRWA distribue de l'aide, offre des services sociaux et finance des écoles fréquentées par un demi-million d'élèves jusqu'à présent. L'agence ne dépensait plus d'1 milliard de dollars par an, environ 30% de ses ressources, qui provenaient des États-Unis entre autres. La réduction de la contribution américaine aura donc forcément des conséquences sur le fonctionnement de l'agence, d'autant que ses besoins financiers ne cessent d'augmenter. Depuis 7 ans, l'UNRWA soutient les 500 000 réfugiés palestiniens en Syrie. Dans la bande de Gaza, quasiment toute la population dépend de l'aide agence onusienne. Afin de compenser le manque du financement américain, l'UNRWA pourrait se tourner vers l'Union européenne, deuxième contributeur à son budget, ou alors solliciter les pays du Golfe, une autre alternative possible si Bruxelles reste sourd aux appels d'aide. Là, on a quand même, en tout cas pour ce qui est des pays du Golfe, on peine à imaginer qu'ils viennent à aider l'UNRWA et les Palestiniens qui sont contre-fiches. Clairement, faut faire simple. C'est vraiment un coup dur pour les Palestiniens et surtout pour les enfants palestiniens, Nasser. Malheureusement, ouais. Malheureusement, c'est ceux qui vont subir le plus, quoi. Et ça, que rajouter de plus, malheureusement, à ce qui a été dit. Non, moi, dans cette histoire, ce qui me rend triste, c'est de savoir que ce peuple-là est colonisé depuis plus de 70 ans. Qui sont tués, massacrés, on leur vole les terres et puis quelque part on leur dit de pas crier trop fort en échange d'argent qui peut venir des États-Unis et de l'Europe. C'est aussi pour ça en fin de compte que ce conflit est compliqué parce qu'il y a aussi de l'argent. D'un côté, on demande aux Palestiniens de pas crier trop fort, on leur donne de l'argent pour compenser le fait qu'ils soient colonisés légalement par maintenant un pays qu'on appelle Israël. Donc c'est pour ça que cette situation est assez complexe et qu'il n'y aura pas d'issue et donc de paix, parce qu'on ne peut pas instaurer la paix quand il y a dès le départ une injustice historique. Donc à partir de là, c'est toujours les mêmes qui sont victimes de ces compositions politiques, donc notamment le peuple et surtout les enfants.
Donc je pense que c'est encore un coup qui est porté et malheureusement ça ira jusqu'à terme. Oui, en tout cas, ça va avoir des conséquences comme on l'expliquait, on a tenté de l'expliquer bien sûr sur les Palestiniens, en particulier les réfugiés, la bande de Gaza bien sûr, et c'est absolument regrettable et consternant d'ailleurs Human Rights Watch qui a condamné formellement, avec force, avec vigueur, cette décision de Donald Trump des Américains. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le évidemment. début, parce que quand on regarde 60 millions, c'est une première tranche. Hein. Non, mais c'est surtout que là, la situation devient de plus en plus grave, Christophe, parce que quand on regarde la Palestine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe dans tous les pays qui sont concernés, on regarde bien malheureusement que la situation va s'aggraver. On a un président comme Trump qui va pas du tout nous aider là-dessus, et on a aussi l'Union européenne qui est, on va dire, spectateur de ce qui se passe. Pas un mot depuis que Trump est arrivé et qu'il a fait des déclarations extraordinaires. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que l'Union européenne, on n'a pas entendu un mot là-dessus, pas un mot. Et c'est là qu'on voit que, franchement, l'Union européenne commence à perdre de la crédibilité sur la politique internationale. Oh, ça fait un petit moment déjà. Oui, à l'époque, le général de Gaulle l'appelait le machin. Ça devient de plus en plus flagrant, malheureusement. Bon, eh bien, on pourra en parler évidemment avec vous au 01 40 33 9. Mais je vous rappelle la question. Donc, Mathieu Gallet, président de Radio France, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour des faits qui remontent à l'époque où il était responsable de l'INA. Accusé de favoritisme, doit-il selon vous être licencié? Je rappelle quand même que le CSA s'est réuni et qu'ils doivent prendre une décision le concernant. En tout cas, doit-il être licencié selon vous? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. On va filer du côté de l'Assemblée nationale. Sans nul doute que là aussi l'actualité s'est invitée et Notre-Dame-des-Landes, on en parle peut-être probablement. On a peut-être parlé d'ailleurs durant la séance de questions au gouvernement. C'est ce qu'on va voir avec notre ami Nizar X que l'on retrouve comme chaque mercredi à l'Assemblée nationale. Nizar, bonsoir, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour. Alors Nizar, dis donc, première réaction, est-ce que Notre-Dame-des-Landes s'est invité à la séance de questions au gouvernement là? Ah oui, beaucoup. C'est un sujet évidemment suite à la décision qui a été prise. Donc il y a eu quasiment à peu près sur 14 questions, je crois qu'il y en a eu 6. Ah oui, quand même. Bon, alors quelle est un peu la tendance des différents groupes alors? Qui sont les contents, les mécontents? La tendance, c'est plutôt effectivement donc la France Insoumise qui a applaudi des deux mains, qui a félicité le Premier ministre. Même le Premier ministre a rigolé. Il les a un peu calmés en leur disant j'espère ne pas vous décevoir très bientôt. Mais en tout cas, c'était très très drôle à voir. Ouais. Évidemment, la droite est contre et beaucoup de députés de droite ont contesté la décision du Premier ministre en l'accusant un peu de faire un déni de démocratie, même si je pense pour ma part c'est un peu exagéré. Donc c'est une décision qui a été prise donc d'arrêter le projet Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet qui date de 50 ans parce que c'est un peu drôle de voir un peu les postures des uns et des autres en disant vous avez pas fait ça, vous avez mal pris la décision. Quand les amis des uns et des autres ont été au pouvoir, je parle des ils ont pas pris la décision. Au DUMP il y a quelques années en arrière, 10 ans en arrière. La ZAD c'est 2005, la ZAD. Les zadistes c'est 2005, Notre-Dame, je le rappelle là. Et personne n'a eu le courage de régler ces problèmes parce que les gens ils disent on veut que le problème soit réglé, les routes soient libérées et en tout cas qu'on ferait une décision soit prise. Ça on ne pourra jamais le reprocher à Édouard Philippe ni même au président de la République. Moi, il a pris une décision, il l'assume. Il sait qu'il fera pas que l'unanimité sur ce sujet-là, mais en tout cas il l'assume. C'était très bien qu'il disait le contraire. Violent. Je rappelle bien qu'il disait le contraire. On l'a entendu tout à l'heure sur Notre-Dame-des-Landes. Mais moi personnellement, je salue la méthode. Mais vraiment, je dis la méthode parce que pour la simple et bonne raison, moi j'étais un opposant à l'aéroport pour des raisons économiques. Déjà, avant les raisons environnementales. Les raisons économiques, ça va coûter des milliards d'euros. Mais ça va coûter autant d'argent, si ce n'est plus, mon cher ami Nizar, concernant l'abandon, parce qu'il y a des contrats qui ont été signés notamment avec Vinci et ça va coûter beaucoup d'indemnités. Non, alors c'est un peu exagéré parce que j'ai entendu le montant de 300 millions d'euros apparemment, le contrat avec Vinci. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a une clause. Vous savez, l'État a ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entendait plus là, oui.
Donc, je disais, Christophe, c'est que c'est un peu faux les montants qui sont avancés dans la presse sur le contrat de Vinci, parce que dans la clause du contrat de l'État, il y a le contrat jusqu'au 4 février, l'État a jusqu'au 4 février prochain pour renouveler ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique du projet. C'est-à-dire, si jamais la déclaration d'utilité publique n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire Édouard Philippe ne signera plus de cette déclaration, ce document-là, le projet n'existe plus, Vinci n'aura rien. Par contre, c'est Vinci, c'est dans le clause du contrat, les finances publiques, ils le savaient, si le projet n'a pas été retenu par le gouvernement, Vinci ne sera pas indemnisé. Alors il sera indemnisé. Ça c'est une info importante, hein. C'est une info importante. C'est une info importante que tu nous aimes, parce qu'effectivement la presse nous dit que ça va coûter beaucoup d'argent, des millions d'euros. Voilà. Donc toi tu nous dis que non, il y a une clause qui a été signée et que a priori. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, je peux même te rajouter que l'aéroport, parce qu'il y a 300 millions d'euros qui est avancé dans la presse, le chiffre que l'État, disons, doit à Vinci. L'aéroport, le coût de la construction de l'aéroport, c'est quasiment, ça peut aller jusqu'à 3-4 milliards d'euros. D'accord. Donc c'est juste. Ouais. En plus, je parle même pas des impacts sur l'environnement, les impacts sur l'expropriation des agriculteurs, parce qu'il y a des agriculteurs qui veulent pas lâcher leurs terres. C'est ça. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Ouais. Donc voilà. Bon, donc alors, c'est une décision courageuse. C'est ce que je veux dire. Après donc Notre-Dame-des-Landes, effectivement, qui a occupé, on peut bien le comprendre, la séance de questions au gouvernement. Quelles est un petit peu les infos qui circulent là en cette rentrée parlementaire? C'est toujours le sujet sur la loi sur l'asile et l'immigration. Ah oui, ça va faire du bruit, ça. Ça fait déjà des bruits, donc il y a beaucoup de députés de la République restent mobilisés contre en tout cas pas d'accord avec la version du ministre de l'Intérieur. Édouard Philippe qui est venu voir hier les députés de la République en marche en réunion de groupe, leur a fait une petite visite surprise pour calmer l'atmosphère, et leur annoncer entre guillemets la décision de Notre-Dame-des-Landes. Il y a une réunion prévue avec Gérard Collomb qui a accepté de rencontrer tous les députés mardi prochain au soir pour s'expliquer sur la loi. Donc il va faire un peu dire c'est pas vrai ce qui se dit dans la presse, ne les croyez pas, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas un facho, je ne suis pas un homme sans cœur, c'est un peu les termes qu'il emploie souvent ces derniers jours. Ça fait du bruit, beaucoup de députés sont déterminés à ne pas lâcher, voire même à voter contre le projet de loi. De la République en marche, je parle. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est une très bonne chose pour notre démocratie. Ça veut dire quand ils votaient des textes au début de mandat, tout le monde disait que c'est des godillots, alors que non, ils étaient juste d'accord avec certains textes. Sauf que là, quand ils sont pas d'accord, ils le disent. Et ils le disent souvent sans les formes, parce que sans les formes politiques, bien sûr. Là, ils le disent. Tu vois, donc c'est une bonne chose pour la démocratie. Et Macron, dans tout cela, le président Macron prend du recul, laisse un peu le débat, volontairement d'ailleurs. Il laisse le débat volontairement. Donc il n'a pas eu de consignes qui étaient données de ne pas faire du bruit ou de ne pas parasiter le gouvernement. Donc il n'y a pas eu de consignes dans ce sens-là. Très bien. Eh bien, écoutez, mon cher ami Nizar, quelques nouvelles peut-être de notre ami. Oui. Juste je sais pas si tu as suivi, hier il y avait Richard Ferrand qui était poursuivi il y a une ouverture d'enquête pour Richard Ferrand hier. Oui. Je sais pas si tu as regardé. Donc l'affaire Ferrand, le président du groupe La République en marche, donc continue, parce que beaucoup de gens se disent oui, il a encore des problèmes de justice. Non, c'est juste la suite logique à la plainte qu'une association avait déposée. Je sais pas si tu connais l'association Anticorps, qui est très très présente notamment contre la corruption des élus. Donc c'est une plainte qui a été déposée à l'époque quand on avait appris le contenu de l'affaire Richard Ferrand. Donc là, il va être convoqué. Il y a une enquête qui a été ouverte. Donc il est très mal, même à l'intérieur du groupe La République en marche. Il est très mal, Richard Ferrand. C'est ce que tu nous dis, Nizar, cet après-midi. Oui. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. On aura peut-être d'autres infos et d'autres nouvelles la semaine prochaine, Nizar. Manuel Valls, toujours absent? Ah non, il est hier il a pris la parole
devant c'était assez drôle d'ailleurs, devant les groupes, les députés de la République en marche, pendant la réunion de groupe, il y avait le Premier ministre qui était là, pour défendre, pour essayer de convaincre Édouard Philippe de faire, d'accepter le projet Notre-Dame-des-Landes. Ah bon aujourd'hui, le président Premier ministre. Attendez, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Manuel Valls, vous êtes un loser. Tout ce que vous essayez de faire, c'est tout le contraire de ce qui se passe, en fait. Non, il a tout fait. Il a tout fait en disant, moi, j'ai pas eu, quand j'ai été difficile pour moi en tant que Premier ministre, j'ai pas pu. C'est marrant, les mecs qui ont été au poste, aux commandes et qui ont pas fait et qui demandent aux autres de le faire. C'est facile de donner des leçons aux autres quand on a été au pouvoir et qu'on n'a rien fait. Oui. Nasser? Ouais, il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Ouais. Effectivement, sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu tous les représentants politiques de n'importe quelle tendance, que ça soit de droite comme de gauche, ils ont été au pouvoir, ils n'ont pas mis en place l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc chacun est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Très bien. Merci Nizar en tout cas, et la semaine prochaine évidemment. À bientôt. À la semaine prochaine pour les coulisses du pouvoir sur France Maghreb 2. Bien sûr, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est là que ça se passe pour le grand forum avec monsieur Nadir Kaya et monsieur Nazer Lajili qui est là. Et justement, on va passer à notre première avis tranché, si vous le voulez bien, messieurs. Et j'appelle pour ce faire monsieur Nadir Kaya pour son premier avis tranché. Ah non, c'est pas ça. Jingle, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadir Kaya qui va nous parler de Charlie Hebdo. Ouais, je vais revenir sur un petit texte que j'avais écrit à l'époque sur le « Je ne suis pas Charlie ». Donc, je ne suis pas Charlie. La France a armé ses propres enfants, ou plutôt certains de ses enfants. Les premiers responsables de ces actes criminels et barbares qui ont endeuillé la France sont toutes les politiques inefficaces menées depuis ces 30 dernières années. Par conséquent, on peut dire que tout s'est accéléré avec Mitterrand puis Chirac et en passant par Sarkozy jusqu'à Hollande. Il faut revenir à l'époque des ratonnades et toute cette période des années 80 où il y a eu une vague d'assassinats et d'agressions envers la communauté maghrébine. On a atteint les sommets de l'horreur avec le meurtre d'Habib Grimzi, qui était jeté d'un train par 3 légionnaires dans la nuit du 14 au 15 novembre 1983. Toute la France est alors sous le choc et découvre cette France obscure qui laisse certains s'en prendre à des jeunes de quartier ou des étrangers au faciès d'Algériens. Les plaies de la guerre d'Algérie ne sont pas encore soignées et encore trop présentes dans les esprits et surtout les nostalgiques de l'Algérie française. Alors pour lutter face à cette terreur et cette France qui découvre ses nouveaux enfants et leurs souffrances, certains jeunes des quartiers populaires entreprennent une longue marche pour Paris qui traverse la France. Elle a pour nom la marche pour l'égalité et la justice et comme objectif principal de dénoncer ces actes racistes, mais surtout d'unir tous les Français face à cette menace républicaine. Malheureusement, Mitterrand n'a pas voulu entendre ces premiers cris du cœur. Il a laissé le soin à certains politiciens comme Julien Drey, entre autres, de détourner, d'étouffer ce premier élan citoyen d'ampleur nationale venu des quartiers populaires. Il travestit le nom de la marche en marche des beurs, et là commence une vraie politique de manipulation, d'exclusion et de rejet en ghettoisant définitivement ces Français pas comme les autres. Le PS lance SOS Racisme, qui stratégiquement doit reprendre la dynamique des quartiers populaires pour rebondir politiquement et surtout s'approprier la lutte contre le racisme. Et cela sans chercher à répondre aux vraies questions de l'époque et de cette jeunesse désemparée. Fin des années 80, la drogue apparaît dans les quartiers et vient comme une malédiction s'ajouter au mal-être de cette jeunesse enclavée par des murs mais également par le mépris des politiques et le regard sombre des médias. Chirac sera aussi l'héritier de cette classe politique qui ignorera tous les appels au dialogue venus des quartiers. Sarkozy, lui, accélérera cette fracture en se jouant des différences que le temps aura enrichi et entretenu. Il mettra en place une vraie politique d'exclusion et ajoutera un aspect communautaire que la France ne connaissait pas réellement. Il opposera les Français les uns contre les autres, fera comprendre que les quartiers et les étrangers sont une partie responsable de notre crise économique et du malheur de la France. Il amplifiera la stigmatisation des quartiers et particulièrement des musulmans avec des débats sur l'identité nationale et sur la burqa. Même le FN devient obsolète et ringard
face à une telle débauche d'énergie et symphonie aussi parfaite. Les médias seront les échos permanents de cette politique d'exclusion et de bouc émissaire. Charlie Hebdo et d'autres médias comme Valeurs Actuelles se feront les relais de cette tendance anti-musulman avec la multiplication des unes insultantes et caricaturant l'islam et les musulmans au nom de la liberté d'expression. Alors que d'autres comme Dieudonné seront invités par la justice à s'expliquer. La banalisation du racisme anti-musulman sera incarnée par des chroniqueurs et des éditorialistes comme Éric Zemmour qui auront le champ libre pour diluer leur haine de l'étranger et surtout du musulman. La zémorisation des esprits est alors en marche. Le 7 janvier 2015, la France est renvoyée à son passé et à toutes ces violences imposées par nos gouvernants à l'égard d'une minorité de Français pas assez français à leurs yeux. Ils ont nourri la radicalisation de certains de nos enfants en les jetant dans un premier temps et en les insultant dans un dernier temps. L'abbé Pierre disait « L'intégrisme est un refuge pour la misère parce qu'il offre un sursaut d'espérance à ceux qui n'ont rien. Que leur malheur disparaisse et l'intégrisme perdra ses troupes. Je ne suis pas Charlie et je reste humain face à la barbarie et à la responsabilité de nos politiques sur nos petites vies. » Voilà. Merci Nadir Kaya, c'était l'avis tranché. Je ne suis pas Charlie, donc de Nadir Kaya. Tiens Nasser, petite réaction peut-être ? Non, mais effectivement, bon après, on peut ne pas être Charlie et être Charlie. Moi personnellement, effectivement, je suis pas admirateur du tout du journal Charlie Hebdo. Après, je suis pour la liberté d'expression, mais pour moi, Charlie Hebdo fait un humour de lâche. Voilà, je l'ai toujours dit, et voilà, il y a d'autres manières peut-être de faire de l'humour, et je pense que là-dessus, eux, ils ont beaucoup à travailler là-dessus. Bon, eh bien, vos avis nous intéressent. D'accord ou pas d'accord avec la position de Nadir Kaya, 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, monsieur? Karim de Nanterre. Salut Karim de Nanterre. C'est une ville que Nadir connaît bien, Nanterre. Hein. Nanterre, Picasso. Ouais, notamment. Karim, d'accord ou pas d'accord avec Nadir? Absolument pas d'accord. Pourquoi pas d'accord, Karim? Puisque écoutez, on est en France, donc on va suivre le principe des médias, c'est-à-dire nous sommes tous Charlie. Je pense qu'il y a un peu d'humour là dans tes propos, Karim, non? Oui, bien sûr. Mais justement, en fait, moi, j'étais vraiment contre ce truc-là, et même le fait de dire qu'on n'est pas Charlie, c'est en fait ça va de soi. Faut arrêter avec ce truc-là, Charlie, pas Charlie. On nous en fait assez toute la journée dans les journaux, dans les médias. Donc si on peut éviter justement d'en remettre une couche, ça pourrait être pas mal. Bon, mais justement, je souhaitais réagir moi surtout sur la Palestine. Oui. Sur la réduction de l'aide américaine. Oui. Et justement, en fait, moi en fait, je comprenais pas pourquoi on s'offusquait de la réduction de cette aide. Bien au contraire, si on a un gouvernement américain qui est contre les Palestiniens, visiblement, on n'a pas justement à accepter une aide de leur part. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, on peut en expliquer tout à l'heure que l'absence de cette aide peut avoir des conséquences dramatiques au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai, alors je suis d'accord avec vous, normalement les pays arabes, en l'occurrence, pourraient prendre le relais et pourraient prendre en charge. Et comme ça, on n'aurait plus besoin des États-Unis, mais c'est vraiment pas le cas pour le coup, vous le savez très bien. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Par exemple l'Arabie Saoudite au hasard, effectivement. Mais bon, je préfère justement mourir debout que vivre à genoux. Ouais, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je dis ça, c'est parce que déjà quand on va sur place en Palestine, on voit déjà le peuple palestinien qui souffre, même économiquement. C'est pas facile parce qu'ils subissent déjà, on va dire, la colonisation. Ils ne peuvent pas sortir. Il faut savoir que à Ramallah, les gens qui vivent à Ramallah ne peuvent pas aller à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est à 5 km de Ramallah. C'est juste pour vous dire tout simplement que moi qui viens de Paris, qui va faire 6000 km ou 5000 km, j'aurais 4 fois plus d'accès à rentrer à Jérusalem qu'un Palestinien qui est à 5 km de chez lui et qui est interdit de rentrer. Donc, et après, là je parle sur le conflit israélo-palestinien, mais ça concerne aussi l'économie du pays. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, des produits ils ne sont pas accessibles, malheureusement.
Voilà Karim. Bon bah merci en tout cas de ton appel et bien, à très bientôt. Merci à toi. Dans un instant messieurs dames, on a encore du lourd hein. Le zapping, on l'a pas fait encore. On a aussi l'avis tranché de notre ami Nasser Laji qui va nous parler d'écologie. Tiens, ça tombe bien. En ce jour de Notre-Dame-des-Landes, il va nous parler d'écologie. Il trouve que la communauté s'engage pas assez sur l'écologie. Peut-être qu'il fait référence à une émission qui a été passée hier soir, une émission que je salue et une journaliste que je salue d'ailleurs, Élise Lucet, qui fait un super travail. Et vous allez voir dans le zapping, on va l'écouter. Elle a encore réussi à faire éclater quand même un scandale auprès de l'affaire Lactalis. On vous en reparle dans un instant. On parlera de la Tunisie évidemment et on se posera la question pourquoi les jeunes Tunisiens ont envie de quitter le pays 7 ans après la révolution. Et puis on parlera aussi d'une application qui est actuellement en titre d'expérimentation du côté de Nice, une application qui a pour but de dénoncer les gens les uns avec les autres. Vous allez voir, c'est une belle application qu'a proposé et qui sont en train de mettre en place, signé Christian Estrosi. LGF, le grand forum avec cette question, je vous la rappelle évidemment, cette question à propos de Mathieu Gallet qui est le président de Radio France, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Il a fait appel d'ailleurs, c'est des faits qui remontent à l'époque où il était donc à l'INA. Accusé de favoritisme, doit-il être licencié selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel, en nous appelant aussi au 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler et participer. Alors, je voulais, tout de suite, on va passer à l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Nasser Lajili qui va nous parler d'écologie, Nasser. C'est ça, exactement. Parce qu'il se trouve qu'hier soir, j'ai vu sur France 2 l'émission d'Élise Lucet, Cache Investigation, d'ailleurs que je recommande à tous nos auditeurs et auditrices d'aller voir en replay. J'ai beau être conscient depuis longtemps de l'urgence écologique et de l'urgence climatique, j'ai été encore sidéré par le niveau de l'énormité du scandale et du crime écologique et généralisé montré par cette émission remarquable. On parle beaucoup de changement climatique et on a raison. Il faut le faire parce que c'est une réalité incontestable, quoi qu'en disent Trump et quelques autres malfaisants, mais malheureusement ce n'est pas la seule menace qui pèse sur nous et surtout sur nos enfants. Loin de là d'ailleurs. Il y a aussi l'empoisonnement progressif généralisé de toutes nos ressources vitales, de la biodiversité animale et végétale, de l'eau, de l'air, du sol terrestre, des mers. Je voudrais à ce propos citer une personnalité bien connue qui est Pierre Rabhi. Même s'il ne fait pas l'unanimité, dont personne ne peut nier, qu'il nous pousse à réfléchir en profondeur sur les vrais enjeux. Il dit par exemple, il est urgent de placer l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et l'économie à leur service. S'obstiner à maintenir le profit illimité et la croissance infinie comme fondement de l'ordre mondial est totalement suicidaire. Puis un peu plus loin, dans le même petit livre intitulé La part du colibri, qui date de 2009 et qui se révèle assez prémonitoire, il dit « Changer est d'autant plus urgent que la misère s'accroît à grande vitesse dans le monde entier. » Imaginez en France que l'État ne puisse plus assurer les dispositifs compensatoires tels que le RSA, les subventions à l'agriculture, l'aide au logement et autres, que Emmaüs, le Secours populaire, les Restos du Cœur, ainsi que toutes les associations caritatives cessent d'intervenir, que les retraites et la sécurité sociale soient amoindries par une conjoncture économique défavorable, etc. Nous pourrions alors mesurer l'ampleur du désastre. Il n'est pas vrai que la nation soit vraiment vivante, elle est maintenue artificiellement par une sorte de perfusion permanente et un acharnement thérapeutique qui masque la réalité et qui dédouane l'État de sa responsabilité à l'écart des citoyens. Voilà, je ne peux pas mieux dire, je suis convaincu à 100% que ces propos sont pour une part de vérité. Il est plus que temps de changer de système, mais de changer vraiment et pas seulement en parole. Voilà Christophe. Merci Nasser Lajili donc pour cet avis tranché. À propos d'écologie, alors si on devait lui donner un titre, quel serait-il, Nasser? Tiens, pour être. J'aurais mis un titre comme celle de la conclusion. Ça veut dire il est plus que temps
plus que temps de changer de système, mais de changer vraiment et pas seulement en parole et en passant aux actes. Mais il y a plusieurs façons de passer aux actes. Il y a des jardins, on va dire partagés. Il y a plein de trucs qu'on peut faire autour de cette question écologique. Nadir, peut-être est-ce que tu es sensible à la cause donc défendue par Nasser ? Non, mais évidemment que je suis sensible. Mais bon, après, il y a aussi des habitudes qu'on a prises depuis des années. Il y a aussi, notamment sur le pouvoir d'achat, cette capacité à mieux manger, à mieux aider aussi cet environnement. C'est très compliqué pour des simples citoyens de se positionner comme ça. Mais c'est vrai que c'est une prise de conscience qui doit être faite d'un point de vue sociétal, mais également personnel. Mais c'est une éducation écologique aussi qu'on doit apporter à nos enfants. Quand je dis ça, c'est aujourd'hui on a de plus en plus de Français qui s'intéressent on va dire aux produits biologiques, parce qu'on considère qu'aujourd'hui malheureusement on sait plus ce qu'on mange. Ce qu'on nous vend aujourd'hui, on ne le sait plus. On voit que ça se dégrade de plus en plus, et les Français commencent à s'intéresser aux produits biologiques. Et je pense que pour s'intéresser à ces produits-là, faut inciter peut-être les enfants à faire de l'agriculture chez soi, inciter les enfants à s'intéresser on va dire à l'agriculture. Donc voilà. Comment planter, comment faire des activités avec ses enfants. Bon, alors, évidemment, on va enchaîner parce qu'on est tout petit peu en retard, pour vous faire part d'un communiqué de Cap Jippo Palestine que vous connaissez et qui nous dit qu'un tribunal militaire israélien vient d'annoncer mercredi qu'Aït Tamimi, la jeune palestinienne, resterait en prison jusqu'à la fin de son instruction qui peut durer des mois. Le procureur avait estimé lors de la dernière audience avoir besoin de 101 jours pour étudier l'affaire. Donc nous appelons à exprimer votre indignation par tous les moyens à votre disposition dans le rassemblement que nous organisons ce samedi à la Fontaine des Innocents, donc ce samedi à Paris à partir de 14h. Donc il y a également d'autres manifestations dans d'autres villes, mais en tout cas Paris c'est 14h à la Fontaine des Innocents, donc pour soutenir Aït Tamimi qui a été finalement maintenu en prison. Bon, rien de bien étonnant, évidemment. Mais je trouve que c'est une famille très courageuse, parce que il y a la maman aussi qui est en prison et la fille. Et aujourd'hui, elle est devenue un symbole, on va dire, en Palestine et même dans le monde entier, quoi. Donc voilà, je suis impressionné sur cette famille. Ouais, absolument. Alors, on va partir maintenant, si vous voulez bien, messieurs, en Tunisie, parce que effectivement, il se passe des choses quand même assez incroyables. Pour tenter de répondre au moins à cette question, plus qu'alarmante, tout d'abord des chiffres. En 2017, plus de 5000 Tunisiens ont immigré clandestinement vers l'Europe. C'est 5 fois plus qu'en 2016. C'est du jamais vu de l'après-révolution depuis 2011. En cause, probablement, le coût de la vie, le taux de chômage qui atteint 30% chez les jeunes, le manque d'accès aux services de base, autant de facteurs qui poussent les plus diplômés comme les plus démunis à fuir par la mer, car il reste très compliqué d'obtenir un visa. 7 ans après la chute donc de Zine Ben Ali, la révolution a déçu, comme le racontent de nombreux observateurs. Pourquoi, messieurs, ce retour en arrière selon vous? Pourtant la Tunisie qui était en avance et qui était à la pointe dans bien des domaines, et les Tunisiens avaient du travail, avaient à manger, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai que la révolution n'a que 7 ans, certes, mais aujourd'hui on s'aperçoit que la jeunesse tunisienne prend tous les risques, comme beaucoup de gens issus de pays pauvres, pour quitter et tenter de rejoindre l'Eldorado, enfin en tout cas c'est ce qu'ils croient, de l'Europe. Pourquoi ces Tunisiens, ces jeunes Tunisiens cherchent-ils à partir? Nasser? Pourquoi? Après, il faut peut-être analyser aussi ce qui se passe sur place. Est-ce qu'il faut peut-être rappeler que en Tunisie, un jeune sur 3 est au chômage, et que aujourd'hui, on a vu ces derniers mois l'augmentation de la TVA. Il y a plein de trucs en Tunisie qui ne fonctionnent pas. Donc il y a eu plusieurs gouvernements en place entre 2011 et 2017. Aujourd'hui, on a un peuple qui dit que malheureusement les choses n'ont pas évolué, n'ont pas changé, et que voilà. Après, je pense qu'aussi la dernière fois qu'on avait fait une émission, il y avait un auditeur qui avait appelé et qui disait: mais ces jeunes maghrébins qui vivent en Tunisie, en Algérie ou au
Maroc devraient rester chez eux et développer des projets chez eux et de faire en sorte que l'économie de leur pays fonctionne. Mais si on leur donne pas les moyens, comment on veut faire fonctionner l'économie dans ce pays? Aujourd'hui, la Tunisie, c'était une des villes, je veux dire un des pays, on va dire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, les étudiants, on a énormément d'étudiants qui sont assez diplômés au niveau de la jeunesse, et malheureusement, on se sert pas de ces qualités et de ces compétences. Ces jeunes-là, nombre de Tunisiens qui sont en France pour continuer leurs études. Et malheureusement, le problème, c'est que dès qu'ils terminent leurs études en France, ils vont se retrouver en Tunisie et vont se retrouver au chômage. Comment voulez-vous que ces jeunes restent dans un pays où on leur donne pas le droit de vivre correctement? Comment voulez-vous que ces jeunes aujourd'hui trouvent le plaisir de vivre et de voir leur famille souffrir dans des situations difficiles? Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faut aussi prendre en considération. Et je pense qu'on a une jeunesse qui est en attente de beaucoup de choses. Et ça, on peut pas le négliger, on peut pas l'esquiver. Nadir, sur la Tunisie, ça peut aussi concerner. Je sais qu'on en parlait aussi pour les Algériens. Ouais, c'est propre au Maghreb, c'est propre au pays du Maghreb. Bon, contrairement à l'Algérie a des ressources, mais ça n'empêche aussi que la jeunesse est dans le désespoir, parce que beaucoup de jeunes, comme en Tunisie, qui sont diplômés, voire très diplômés, ne trouvent pas d'emploi. C'est aussi une réalité. Pour le coup, les diplômés étaient très présents, à l'époque, avant la Révolution en tout cas. Ils avaient du travail. On voyait quand même qu'il y avait un travail de fait concernant l'éducation notamment. Oui, et puis on sait que globalement pour ces pays-là, en général, il y a le problème de la fuite des cerveaux. Après, la jeunesse tunisienne, elle est comme, je pense, la plupart des jeunesses du Maghreb. Elle aspire à une vie qui est beaucoup inspirée de ce que beaucoup de gens vivent ici en France ou en Italie, dans des pays européens. Donc il y a ce fantasme de croire que on serait mieux ailleurs, ce qui est possible d'un certain point de vue. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les dirigeants tunisiens et maghrébins de façon générale devraient se poser cette question et cette capacité de se remettre en question pour utiliser les compétences de cette jeunesse et du peuple pour amener à déboucher des économies qui soient durables. Et ça c'est un vrai problème dans les pays du Maghreb, et notamment pour la Tunisie, parce que je sais que la source principale de revenus c'est le tourisme, et qu'elle a payé un petit peu l'histoire des attentats. Donc aujourd'hui elle a du mal à se remettre en route. Parce que c'est un pays qui est aussi limité au niveau de ses ressources, et c'est très compliqué pour la jeunesse immédiatement de pouvoir répondre à leurs besoins et leurs attentes. Rapidement, en un mot, messieurs, est-ce que le pouvoir politique, le gouvernement, le président, toute la classe politique tunisienne est à la hauteur, selon toi, Nasser? Non, c'est là qu'on voit que, on va dire excuse-moi, je peux pas dire ça en un mot parce que c'est compliqué, mais il faut peut-être rappeler aussi que le pays souffrait d'une politique. Donc on a des gens qui n'ont pas du tout d'expérience politique en Tunisie. Quand je dis pas d'expérience, je dénigre pas les partis politiques, mais tout simplement le pouvoir n'est pas aussi facile qu'on le pense, et ça c'est je pense que là on peut constater que la situation en Tunisie est révélateur de ce qui se passe. Donc voilà, et ça je pense que c'est un travail qui va être assez long, et qu'il faudra peut-être se pencher. Alors, le zapping maintenant, avant de passer à notre dernier sujet, et surtout à vos coups de cœur, messieurs. Le zapping, on va parler du déplacement très symbolique, donc pour Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui était hier à Calais, la ville de l'ex-jungle, le point de départ des migrants dans leur tentative en tout cas de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Une visite très symbolique, puisque destinée à expliquer les orientations de la politique d'asile et d'immigration de la France, un exercice de pédagogie, comme l'on dit, dans lequel le président s'est voulu très ferme, en rappelant notamment le principe du texte qui doit être présenté dans les prochaines semaines, celui de l'ordre républicain, un ordre qui s'impose à tous. C'est ce qu'il a voulu rappeler, écoutez. Tout est fait pour que le passage illégal vers le Royaume-Uni ne soit pas possible. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. J'appelle ici toutes les associations à la responsabilité. Lorsque des associations encouragent ces femmes et ces hommes à rester là, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer clandestinement de l'autre côté de la frontière, elles prennent une responsabilité immense. Jamais elles n'auront l'État à leur côté. Nous allons le prendre à notre charge, de manière organisée, avec des points mobiles, sans tolérer aucune installation de campement illicite, et en incitant tous ceux qui sont prêts à financer cette prestation, à contribuer à son financement
dans le cadre organisé par l'État et avec l'État. Voilà, Emmanuel Macron donc hier à Calais, une position qui risque de crisper encore plus les relations entre l'État et les associations pour le coup. Nadir, ta réaction sur Emmanuel Macron, son coup de com' hier à Calais? Autant j'apprécie son franc-parler, sa façon de faire lors de certaines opérations, mais quand je vois l'opération communication qu'il a faite hier, notamment en prenant la place, la vedette un petit peu à toutes ces associations anonymes qui font un travail extraordinaire, parce que je sais de quoi je parle en tant que président d'association et qui menons des maraudes, et je peux imaginer un peu la difficulté la problématique qu'il y a sur place à subvenir aux besoins élémentaires de ces personnes qui sont dans la détresse la plus totale. Et quand je vois qu'il arrive, qu'il serre des mains et qui se fait passer pour celui qui va régler les problèmes sans s'appuyer sur les associations qui sont sur place, sans les mettre non plus en avant, ça me désole parce que c'est de la vraie communication politique. Donc il est dans le même jeu que ses prédécesseurs, et donc à partir de là, de faire une annonce en disant aujourd'hui c'est bon, on n'a plus besoin des associations parce qu'il sait que réellement c'est eux qui font le travail, et qu'aujourd'hui il va faire croire aux Français que c'est l'État qui va subvenir à ces migrants, ça paraît humainement sympa. Mais sur le terrain, ça va résoudre rien du tout, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui sont sur place ne souhaitent qu'une chose, c'est partir de la France pour aller vivre en Angleterre. Ils ne veulent pas vivre en France. Après, comme disait Nasser dans une discussion en off, d'avoir utilisé le terme jungle, c'est honteux, parce que quand on évoque le terme jungle, ça nous fait penser tout de suite à des animaux. Donc ça, c'est honteux de reprendre ce terme-là. C'est vrai que des fois, moi le premier, bêtement, on reprend une sémantique qui est mise en place par les médias. Moi-même, je l'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, donc je pense que des fois, il faut être vigilant. Il faut parler d'hommes et de femmes qui vivent une tragédie, et je rappellerai pour tous les auditeurs que cette tragédie, elle est en partie due à l'intervention politique de la France et de beaucoup de pays dits développés, qui déstabilisent des pays qui le sont moins, et qui dépouillent ces pays, et qui fait qu'aujourd'hui ils ont cette situation-là. Donc s'ils veulent vraiment résoudre le problème, qu'ils passent par l'origine de ces problèmes, et qu'ils viennent pas faire des coups de com' comme ça en faisant croire aux Français qu'ils vont tout régler parce qu'aujourd'hui c'est Macron qui va faire lui-même ses maraudes. Ça, j'y crois pas trop. Mais fuir, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit par Nadir. Voilà, utiliser le terme jungle exactement pour nommer d'ailleurs un endroit où il y avait des êtres humains dedans, et qui subissaient les pires, on va dire, moments de leur vie. Je trouve que ça, c'est quand même scandaleux, et éviter de travailler avec les associations concernées qui ont fait un travail remarquable sur le terrain, c'est de fuir ses responsabilités. Donc, les seules personnes qui peuvent aujourd'hui donner un point de vue, on va dire, correct et on va dire positif, je pense que c'est que l'ensemble des associations qui sont sur place qui peuvent nous donner on va dire des points nécessaires pour évoluer et faire évoluer la situation de ces migrants. Alors, juste pour terminer ce zapping, un petit tour du côté de Cache Investigation, qui était diffusé hier soir sur France 2. Élise Lucet et ses équipes ont tenté de comprendre que j'ai adoré. Oui. Pourquoi donc Lactalis, qui réalise chaque année plusieurs milliards de chiffre d'affaires, ne dépose pas ses comptes au tribunal de commerce comme la loi l'exige, une loi qui donne même au pouvoir à ce tribunal d'exiger le dépôt de ses comptes. France 2 a donc enquêté sur le tribunal de commerce de Laval, dont dépend le siège de Lactalis, et a découvert que le vice-président de ce tribunal est en fait un haut cadre de chez Lactalis. Ça ne s'invente pas, écoutez. En étudiant la composition du tribunal de commerce de Laval, on est tombé sur un détail intéressant. Au poste de vice-président du tribunal, un certain Michel Pellier. Comme tous les membres du tribunal, ce monsieur est juge bénévole. Dans la vie, il a un autre métier, cadre dirigeant chez Lactalis. Oups. Il est même membre du conseil d'administration de BSA, une holding basée en Belgique et qui gère la richesse familiale des patrons de Lactalis. On résume. Le tribunal, à qui l'on demande la publication des comptes de Lactalis, a pour vice-président un haut cadre de Lactalis, proche de la famille Beignet. Gênant ? Apparemment. Est-ce que c'est un lien avec Monsieur Pellier, qui est dans votre tribunal, qui est vice-président ? Est-ce qu'il est aussi un haut cadre de Lactalis ? Oui, bonne journée, mais vous avez oublié de répondre à la question. Étourdiva. Incroyable, quand même, cette révélation d'Élise Lucet. Du magazine Cache Investigation, un très très bon magazine d'ailleurs que je conseille vraiment à tout le monde. Nadir, il y a conflit d'intérêts là pour le coup, dites donc. Ça me paraît évident.
Après, c'est vrai qu'il n'y a plus rien de surprenant parce qu'il y a eu tellement de reportages où on voit des élites comme ça qui magouillent, mais de façon ouverte comme ça, et qui s'en cachent même plus parce que bon, je pense que Lactalis depuis le temps aurait dû être prudent. Donc pour eux, ça paraît tout à fait normal parce que ils sont pas condamnés, on leur reproche rien. Donc c'est des combines qui subsistent parce qu'on laisse faire et parce qu'il y a une certaine passivité des politiques, mais aussi sûrement de la justice parce que c'est tellement flagrant qu'on se dit mais comment c'est possible? Ah bah oui, c'est possible, ça continue et je pense qu'il y a encore d'autres cas en France similaires à celui-ci. Nasser, t'as regardé l'émission, t'as kiffé? J'ai regardé l'émission, j'ai kiffé. Je trouve, franchement, je la trouve remarquable, Élise Lucet, exactement. Et j'invite franchement les auditeurs et les auditrices à regarder le replay de Cache Investigation. D'ailleurs, il y a eu des perquisitions dans les différents sièges de Lactalis aujourd'hui. C'est bizarre qu'au lendemain de Cache Investigation, il y a toujours des perquisitions. Eh bah oui. Donc elle fouille, Élise Lucet. Tiens, rapidement pour terminer, dernier sujet que je souhaitais vous évoquer. Je voulais vous parler donc d'une expérimentation qui peut poser bien des questions puisque la ville de Nice expérimente une nouvelle application israélienne qui va permettre aux citoyens témoins de délits de prévenir la police municipale en temps réel et en vidéo. Messieurs, dames, ça ne s'invente pas. Hervé Morin, vous en souvenez, rêvait d'israéliser notre sécurité. Christian Estrosi l'a fait. Le maire de Nice a en effet lancé dans sa ville une application qu'il qualifie de révolutionnaire développée en Israël, comme je le disais tout à l'heure, par la start-up de l'ancien Premier ministre Ehud Barak. L'appli Reporti permet de passer un appel vidéo à la police, le genre de FaceTime avec la police municipale. Selon Véronique Boré, qui est conseillère du maire en charge de la sécurité à la mairie de Nice, citée par Nice Matin, le principe est plutôt simple. Les utilisateurs de l'application qui voudront filmer et signaler des délits pourront le faire en temps réel. La vidéo apparaît à l'écran avant même que l'opérateur ne prenne l'appel. Et en plus, il y a une géolocalisation, résume Serge Macera, qui est le directeur des systèmes informatiques de la ville. Mais l'application Reporti ne risque-t-elle pas de provoquer des débordements? Plusieurs polémiques ont éclaté. D'ores et déjà à Nice, le syndicat de défense des policiers municipaux craint que des citoyens ne se sentent investis d'une mission, explique le président Cédric Michel, qui pense que des Niçois pourraient bien, avec cette application, traquer le délit ou l'incitant et s'exposer à des situations quelque peu dangereuses. Surtout, le syndicat estime que ce n'est pas là le rôle de la population de jouer à la police. Il n'est jamais bon de déléguer un service public ou de sécurité à des citoyens. Nous estimons que la constatation des infractions doit uniquement relever de la police et que la sécurité doit rester entre les mains de professionnels, explique Cédric Michel à Nice Matin. L'opposition municipale, elle, notamment socialiste, dénonce quant à une démarche contestable sur le fond et inadmissible sur la forme, qui ressemble à l'organisation d'un processus de délation généralisée, alors qu'il faut le rappeler, Nice est en plus de France la plus vidéosurveillée avec pas moins de 950 caméras, messieurs. Alors, c'est un gros coup de com' de Christian Estrosi pour le coup, là, cette application. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'expérimente, on la jette à la poubelle, on en fait quoi? Alors, là, franchement, déjà, ça montre tout simplement l'inefficacité des caméras de surveillance qu'il a pu mettre dans sa commune. 950, Voilà, 950. C'est la commune où il y a le plus de caméras de surveillance. Donc, on constate qu'aujourd'hui, Estrosi, d'ailleurs, j'aimerais bien que cette même application soit utilisée quand il y a des bavures policières. Ça s'appelle Reporti, R-E-P-O-R-T-Y. Mais j'espère qu'elle va servir quand il va y avoir aussi des bavures policières, parce qu'il faudra dénoncer aussi ça. Il y a pas de problème, ceux qui veulent, mais qu'on utilise ces mêmes vidéos aussi, ces mêmes vidéos pour les utilisations des personnes qui sont victimes de bavures policières en France. Et on regarde bien, je pense que la vraie question de fond qu'il faut avoir, c'est d'avoir des hommes, des êtres humains sur le terrain et d'essayer d'évoluer surtout la situation avec des éducateurs, des médiateurs et tous ceux qui peuvent faire évoluer les mentalités dans nos quartiers et dans nos villes. Nadir, cette application a le simple but, de dénoncer les citoyens entre eux, quoi. Non, mais ce qui est triste dans cette situation, c'est qu'encore une fois, il y a un effet d'annonce, il y a de la communication par un politique, et Estrosi, bon, c'est pas sa première, il fait partie du clan Ciotti, ce sont des spécialistes des annonces et des bugs, mais ce qui est un petit peu dommageable là-dessus, c'est qu'il y a un syndicat de police qui rappelle un petit peu la situation, et qui constate qu'ils n'ont pas été concertés par rapport à ça. Oui. Donc c'est toujours le souci, c'est qu'il y a des professionnels qui sont sur le terrain, et qu'on ne consulte pas, et à qui on vient imposer un nouveau mode
mode de mesure qui serait lui susceptible de renforcer un petit peu cette ville déjà qui est hyper sécurisée. Donc c'est toujours pareil, c'est de l'annonce, c'est du buzz, mais concrètement je pense pas que ça va résoudre les problèmes que Nice peut avoir au quotidien. Vous avez de quoi commenter, messieurs dames, dans un instant. Libertad, juste avant les coups de cœur évidemment de Nadir Kayane, Nasser Lajili, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, LGF, avec sans plus tarder dans un instant. Vous allez pouvoir bien entendu retrouver Libertad, vous allez pouvoir nous appeler, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 40 33 9000, mais pour l'heure voici les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Coup de cœur de Nadir Kaya, tiens pour commencer Nadir. Ah, on commence par moi. Oui, on commence par toi, oui. Moi, c'est un coup de cœur qui me touche parce que c'est aussi l'actualité qui nous le rappelle, c'est les pompiers. Et notamment tout ce qu'on a pu voir sur ces agressions qu'ont pu subir certains pompiers. Et on pourra jamais rappeler l'importance des pompiers, notamment lors des incendies, mais ils ne font pas que ça, ils interviennent aussi pour toutes sortes d'actions qui sont souvent aussi des actions qui ne sont pas dans leur priorité. Ouais. Donc moi j'aimerais que les parents qui peuvent nous entendre et qui sont pour certains les parents de ces enfants, parce que c'est souvent des jeunes, on les connaît dans les quartiers, on sait très bien comment ça fonctionne, qui s'amusent à les caillasser sous prétexte que ce seraient des représentants de l'État, un peu comme les policiers. Ce sont des gens qui viennent porter secours à des personnes qui sont souvent en difficulté, et notamment aussi dans les incendies. Moi, étant jeune, dans mon bâtiment, qui était un bâtiment assez grand, on a souvent eu des incendies, et je me souviendrai toujours de ces pompiers qui venaient frapper à nos portes et qui venaient nous secourir quand il y avait des incendies. Et heureusement, il n'y a jamais eu de mort. Mais j'ai le souvenir de ces pompiers, de ces visages marqués par l'obscurité, par le noir, par la difficulté à atteindre ces étages, parce qu'on était dans un huitième. C'est vrai que ça pose question quand même. Hein, ouais. Donc c'est vraiment important de rappeler un petit peu le travail important de ces pompiers dans la vie du quotidien des Français, et de dénoncer ces actes envers certains pompiers qui parfois sont des actes assez violents. Nasser Lajili, c'est un coup de cœur musical que tu nous proposes. Exactement, je voulais vous faire partager la chanteuse Nesrine, que j'aime beaucoup. C'est une artiste assez très forte, et je vous invite à écouter juste un petit morceau de Jardin d'hiver. C'est une reprise de Henri Salvador. Écoutez et on en rediscute après. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. C'est beau, hein, c'est magnifique, Nesrine. Magnifique, j'invite tout le monde à rejoindre sa page Facebook, d'ailleurs. Et si je fais ça, c'est parce qu'elle a toujours répondu présent aussi aux associations quand il y avait des actions caritatives. D'ailleurs, la prochaine fois, tu sais ce que tu fais ? Tu l'invites. Avec grand plaisir. Voilà. Et comme ça, elle nous chantera. Elle joue de la guitare, elle fait quelque chose, non ? Elle fait de la guitare et elle chante. Et elle pourra nous chanter en direct. J'en parlerai avec son manager que je pourra aussi inviter Vita. Bien sûr, on peut inviter qui vous voulez, les gars. Vous êtes chez vous. Allez, Libertad, c'est parti, on y va. 01 40 33 9000, la liberté, évidemment, est toujours au rendez-vous, plus que jamais. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là ? Mohamed du Plessis-Bouchard. Plessis-Bouchard, c'est où ça ? Ouais. C'est Franconville. Ah d'accord, ok. Je connais pas, moi, excusez-moi les gars. Dans ce coin-là. Mohamed, sois le bienvenu à toi. On t'écoute. Voilà, j'aimerais vous parler des Rohingyas ce soir, si ça te dérange pas, Christophe. Vas-y, Mohamed. On connaît tous la détresse des Rohingyas. Oui. Voilà. Je sais pas si tu connais une association qui s'appelle Humainement Concerné. Humainement Concerné, non, pas à ma connaissance. C'est une association qui est basée à Perpignan et qui a négocié avec le gouvernement Bangladesh pour l'envoi d'un cargo, d'un conteneur, d'un conteneur de produits de première nécessité pour les Rohingyas. Après de dures négociations avec eux, ils ont réussi à avoir l'accord du gouvernement Bangladesh, voilà. Et ils ont fait un appel d'une collecte au niveau national. Du coup, ils ont demandé à travers les réseaux sociaux qui c'est qui pourrait collecter dans chacun de ces départements. Ouais. Bon, mon épouse et moi, on a été choisis dans le 95, nous connaissant au travers des réseaux sociaux, quoi. Voilà, on sollicite pas d'argent auprès des gens, on veut juste qu'on pense un peu aux Rohingyas. Et si on pouvait collecter, faire quelque chose pour ces gens qui sont dans une détresse. T'as une page Facebook, Mohamed ? Mohamed, balance ta page Facebook. Ma page Facebook, c'est Mohamed Kikis, K-I-K-I-S. Mais sinon, le mieux, Christophe, si ça te dérange pas, je vais laisser mon numéro de téléphone personnel. Vas-y, rapide. Toute personne, voilà, 06 99 82
36 65. Attends, doucement parce que les gens conduisent pour la plupart d'entre eux à cette heure-ci, donc tranquillement. 06 99 06 99 82 36 65. Vous m'envoyez un texto avec le mot liste dessus. Je vous envoie aussitôt en message la liste des besoins. Je peux me déplacer à partir du moment où c'est intéressant quand même. Je peux me déplacer pour récupérer les affaires. Il n'y a pas de vêtements. On demande pas de vêtements. On demande des couches, du lait pour bébé, du lait en poudre pour bébé. Enfin, on demande des antidouleurs, des sérums physiologiques, tout ça. Si quelqu'un a des béquilles chez lui, voilà tout ce qui pourrait aider ces gens-là, et en produits de première nécessité. Merci Mohamed, merci. N'hésite pas. Une chose, oui. Christophe, si ça te dérange pas, le gouvernement bangladais nous a donné une date butoir qui est un petit peu serrée. Je finis la collecte le 24. 24 janvier. Voilà. D'accord. Rappelle-nous demain pour nous donner le numéro de téléphone à nouveau, d'accord Mohamed? Je te rappelle demain sans faute. Salut Mohamed, à bientôt. 01 40 33 9000, je sais pas si on a le temps d'en prendre un dernier ou une dernière. Allez, on prend une autre personne. On prend une autre personne, on est en retard, mais bon, c'est pas grave. 01 40 33 9000, on est un peu l'habitué d'être en retard tous les jours. Exactement. Allô, bonsoir, qui est là? Voilà, bonsoir, salut Champigny. Salut Champigny, comment ça va? Et vous, ça va? Bon, t'écoute, vas-y, tu fermes la boutique ce soir, qu'est-ce qui se passe? Ouais, salut Champigny, et vous, ça va? Tranquille, hein? Ouais, tranquille, ouais. Et à part ça? Moi je dirais pas Charlie. Ouais. Oh, moi je dirais pas Charlie, c'est Charlot. Ah, d'accord. Ok, bah toi t'es pas Charlot alors. Enfin, t'es plus Charlot que Charlie. Voilà, je suis plus Charlot que Charlie. Très bien. Ok, bah merci à toi en tout cas. Ciao. Allez, merci beaucoup messieurs. Désolé, on n'a pas pu faire un Libertad plus long, mais on était un petit peu en retard et pris par le temps. On avait beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Et ce fut encore une émission très intéressante, enrichissante. On n'a pas vu le temps passer. Oh oui, ils étaient là, nos amis Nadir Kaya et Nasser Lajili, à qui je vais souhaiter une bonne soirée. Merci à toi aussi, Christophe. Également. Rendez-vous demain, avec un retour Majid Messouden qui sera avec nous demain, accompagné de la ravissante et très belle Anan Zawani. Bonne soirée à tous à l'écoute de France Maghreb 2 dans un instant. Medjed pour la suite, et il est 18h01, pardon pour le retard. Et on va laisser place maintenant pour le flash de 18h à Marine Garel pour le rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Déclaration du Premier ministre Édouard Philippe aujourd'hui. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné, a confirmé le chef du gouvernement. Édouard Philippe a également annoncé l'évacuation de la ZAD, la zone à défendre, occupée par des opposants au chantier. Cet abandon est salué par les écologistes, mais il est dénoncé par les partisans de l'aéroport. Le président du Sénat, Gérard Larcher, parle d'un camouflet pour les décisions de justice et la démocratie. L'aéroport de Nantes-Atlantique sera modernisé et celui de Rennes agrandi. Prochaine étape maintenant, l'évacuation du site à l'horizon du printemps 2018. Le mouvement anti-aéroport s'engage cet après-midi à rouvrir les accès de la zone, mais refuse toute expulsion. Des gendarmes et CRS sont arrivés en renfort ces dernières heures en Loire-Atlantique. Plus de 500 membres des forces de l'ordre. Une étape importante dans l'affaire Lactalis. Des perquisitions sont en cours depuis ce matin sur 5 sites du groupe, notamment l'usine de Cran en Mayenne, où ont été produits des lots contaminés à la salmonelle. Le rapport alarmant de la Cour des comptes sur le projet de Grand Paris Express. C'est l'immense chantier qui doit permettre de créer 200 km de nouvelles lignes de métro en Île-de-France. Mais la facture s'envole. D'après les sages, ils ont déjà chiffré le dérapage à 13 milliards d'euros en plus du devis initial. Un premier rapprochement entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, défileront ensemble derrière un drapeau commun lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Pyongyang et Séoul aligneront également une seule et même équipe féminine de hockey sur glace. Une déclaration commune des deux Corées a été diffusée aujourd'hui par le ministère sud-coréen de l'unification à l'issue d'une nouvelle session de discussion entre les deux pays. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.